Comme on a vu, mesdames et messieurs, dans ce commentaire, Israël a confirmé l'interdiction d'accès de la bande de Gaza de 37 organisations internationales majeures en vertu d'une nouvelle réglementation. Et le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a qualifié la réglementation israélienne de dangereux précédent, dénonçant un mépris du droit international humanitaire et une multiplication des obstacles aux opérations d'aide. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci. Alors, l'ultimatum de désarmement, Donald Trump a récemment menacé le Hamas de l'enfer s'il ne désarmait pas très rapidement pour commencer la deuxième phase. Comment vous voyez cet ultimatum? En ce qui concerne les menaces des États-Unis, je pense qu'on a tous suivi tout le long de la présidence du président Trump et même avant cette menace de l'enfer un précédent pour Hamas et pour toute la population palestinienne si Hamas ne fait pas telle et telle chose. Et je trouve que c'est toujours les mêmes menaces répétées, comme je viens de vous dire, à plusieurs reprises, sans jamais être mises en œuvre. Parce que, tout simplement, je pense qu'elles contredisent les principes élémentaires de la négociation internationale. Comment je suis en train de négocier avec un adversaire et je suis en train de le menacer en même temps. Alors, je veux dire tout simplement que les dictats pareils ne produisent jamais de paix, notamment que les menaces portent sur les armes de Hamas. Et on sait tous que le désarmement d'un adversaire sans avoir une fin politique au danger actuel, la présence de l'occupation, cela ne peut jamais donner une paix durable tant qu'on le veut. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'horizon politique clair où exactement cela veut dire. Comme si le plan du président Trump, qui est après documenté dans une résolution de Conseil de sécurité, ne cherche qu'à désarmer les mouvements de résistance palestinienne sans vraiment leur donner un horizon politique à la possibilité de la création d'un État israélien, d'État palestinien. On l'a dit à plusieurs reprises que sans, et même notre président l'a dit à plusieurs fois, que sans vraiment donner un horizon politique à la population palestinienne, cette guerre ou ces tensions, on peut les appeler comme on les veut, ne vont jamais cesser parce qu'il n'y a pas vraiment un horizon pour lequel les Palestiniens peuvent penser à un meilleur futur demain. Et à propos des réglementations israéliennes qui interdisent l'accès à Gaza de 37 ONG et qui a été qualifié par le patron de l'UNRWA de mépris du droit international humanitaire. Comment vous voyez ces interdictions et qu'est-ce qu'ils vont faire ces ONG pour pouvoir rentrer à Gaza pour aider les Palestiniens plus ou moins assiégés? Exactement, c'est la bonne foi dans laquelle on exige de tous les partis qui sont en train de négocier comment appliquer le plan du président Trump. Alors, on a toujours vu de la part d'Israël un désir et même une exécution parfaite de comment est-ce qu'on peut, avec un texte qui peut vraiment donner un meilleur futur, comment est-ce qu'Israël cherche toujours à le saboter. C'est ce qu'on a vu à plusieurs fois. Israël ne veut pas vraiment entrer dans la deuxième phase pour la simple raison parce que cela exige aussi un retrait des forces israéliennes. N'oublions pas qu'Israël occupe actuellement, à ce point, à ce moment-là, plus de 53% des territoires de Gaza. Et il y a beaucoup, malheureusement, de déclarations, même du ministre de Défense
lui-même, qui a après retiré ses phrases, qu'il n'y a pas intention de se retirer et que ça sera les frontières définitives de Gaza. Ce qui montre qu'Israël n'a pas vraiment l'intention de vraiment bouger à la deuxième phase. Et je pense que s'ils ont accepté, si le président Netanyahou, le premier ministre, pardon, Netanyahou, a accepté la proposition du président Trump, c'est simplement pour ne pas le vexer d'un côté, sachant qu'il y a toujours des excuses qu'il peut présenter pour ne pas vraiment exécuter la deuxième phase. Comme vous venez de le préciser, d'empêcher tous les ONG qui aident le peuple palestinien à surmonter les obstacles de vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut bloquer tous les efforts des organisations onusiennes pour ne pas vraiment délivrer ce qu'ils sont censés à délivrer au peuple palestinien? Comment les entraves et les obstacles qu'il est en train de mettre devant l'acheminement des aides internationaux et des convois déployés par l'Égypte pour aider le peuple palestinien depuis le début de l'accord, depuis octobre 2025, qu'il y a toujours des contraventions pour ne pas vraiment permettre à donner suffisamment au peuple palestinien, que ce soit de l'aide humanitaire pour pouvoir manger et boire d'une manière raisonnable, ou que ça soit aussi d'autre côté les tentes qui sont vraiment exigées pour qu'ils puissent vivre avec l'atmosphère et le climat qui devient de plus en plus froid, avec un peuple qui n'a pas la moindre des choses pour pouvoir se défendre contre ce froid. Alors ça, c'est pas vraiment une application avec bonne intention, avec bonne foi de la part du gouvernement d'Israël, mais simplement de chercher des excuses. Je pense qu'on a tous vu, et même la communauté internationale a été méprisée par le comportement d'Israël, que Israël, sans cette pression-là, n'a pas voulu bouger à la deuxième phase sans que le seul corps d'un défunt israélien n'a pas encore été restauré. Alors à cause d'un seul corps, malgré tous les corps qui ont été restitués, malgré tous les prisonniers vivants qui ont été donnés, mais pour un simple corps, Israël ne veut pas bouger à la deuxième phase. Et sans vraiment une pression américaine, elle n'aurait même pas accepté de principe de bouger pour la deuxième phase. Et si on parle de la création d'un comité de paix, The Board of Peace, qui serait lancé officiellement à Davos ce mois-ci, est-ce que d'après vous, il s'agit d'une véritable administration internationale de cette crise? Bon, alors premièrement, si on parle de comment est-ce que cette force dont on parle, le président Trump en a parlé plusieurs fois, mais je trouve qu'avant tout, il y a vraiment une insistance à que cet accord soit très flou. Il n'est pas clair du tout. Et en même temps, il n'existe ni calendrier précis, ni mécanisme d'application. Et je trouve que c'est très important aussi de parler qu'il n'y a aucune garantie internationale contraignante contre Israël si elle n'applique pas cet accord. Alors, il y a une absence sur la durée et la modalité de ce corps-là. Il y a un flou total sur même la gouvernance de Gaza, l'inexistence d'un cadre clair concernant cette force internationale de stabilisation dont on parle. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, malgré que le président Trump a annoncé qu'il y a plus de 56 pays qui ont déclaré, je lui demande simplement de parler de 5 pays qui ont officiellement reconnu qu'ils vont participer dans cette force internationale. Et ce qui n'est pas clair, parce que, à cause de ce flou, est-ce que cette force internationale dont on parle maintenant, est-ce que cette force est désignée pour se mettre entre les forces israéliennes ou l'armée israélienne et le peuple palestinien pour stabiliser la situation actuelle, si on parle vraiment de stabilisation après plus de 400 morts
déjà depuis la signature de l'accord. Mais bon, on parle qu'il y a toujours cet accord. Malgré ces 400 morts, je ne sais pas comment, mais bon, on va continuer c'est pour la conversation tout simplement. Mais est-ce que cette force internationale est désignée, comme je vous dis, pour séparer entre les forces de l'occupant et le peuple occupé, ou bien ils vont prendre le rôle du peuple israélien à confronter les mouvements de résistance palestinienne et ôter leurs armes. Ça, c'est un point très flou dont personne n'en parle d'une manière officielle. Et je trouve que d'ici vient toujours l'ambiguïté de cet accord. Et est-ce qu'on pourra vraiment bouger à la deuxième phase d'une manière claire et précise? Donald Trump a laissé entendre fin décembre qu'il ne fermait pas la porte à une émigration massive des Gazaouis si l'opportunité se présentait. Est-ce que cette idée fait partie intégrante de l'accord tactique avec Netanyahou, d'après vous bien sûr, et est-ce qu'on va voir vraiment une immigration massive des Palestiniens, une immigration forcée? Alors, premièrement, on doit parler entre ce qui est faisable et ce qui est désiré par les forces de l'occupation et supporté toujours par les États-Unis. Moi, toujours, quand je parle d'Israël, je parle avec des États-Unis parce que je trouve que c'est une seule pensée, une seule intention et peut-être avec des différentes tactiques. Mais le but reste toujours le même. Alors, je pense que on ne peut plus parler d'une manière explicite, d'une manière claire de cette immigration massive ou même limitée, que ça soit forcée ou volontaire du peuple palestinien, parce que les deux portent sur le même concept, parce que si on crée des situations impossibles à vivre sur le territoire palestinien et après on parle de immigration volontaire, je trouve que c'est un mensonge désiré à simplement destiné seulement à faire comprendre à la communauté internationale que c'est le peuple palestinien qui veut quitter ces territoires détruits à cause de la guerre. Mais ce qui n'est pas vrai. Alors, je trouve qu'après la position égyptienne qui était très ferme sur le refus total de l'immigration forcée ou volontaire, comme on vient de le préciser, mais je trouve que c'est toujours le désir israélien supporté par les États-Unis. Et je trouve aussi qu'il se peut que cette reconnaissance illégale et illégitime d'Israël pour le Somaliland, je trouve que peut-être peut servir pour appliquer ce désir israélien. C'est que après les aides qui peuvent venir de la part d'Israël, entre parenthèses de la part des États-Unis pour le Somaliland, pour vraiment fixer sa position séparatiste du territoire somalien, à ce moment-là, alors on peut commencer à aider, et même à travers les territoires israéliens. On n'aura plus besoin de l'Égypte dans ce cas, parce que l'Égypte a signalé d'une manière claire sur la langue de son président, son Excellence lui-même, Abdel Fattah el-Sisi, que c'est une ligne rouge. Alors on peut utiliser le territoire israélien pour envoyer les Palestiniens vers le Somaliland. Est-ce que je suis en train de voir une vision irréaliste ou qui n'est pas vraie? J'espère que c'est faux. J'espère que c'est irréaliste, inapplicable, mais je trouve que ça rime vraiment avec les désirs du gouvernement de l'extrême droite israélien, notamment sur le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu. Restons optimistes pour l'année 2026. Merci beaucoup pour vos éclaircissements, l'ambassadeur Medhat El-Mellighi. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères.